dans lequel on va donc voir le cours d'intégration. Alors on va faire quelques rappels, enfin quelques découvertes pour certains. Je vais pas aller loin, je voudrais juste que vous compreniez ce que c'est qu'une intégrale, comment on calcule, quel est le lien avec le cours dont, dont on a besoin, et puis voilà. Ok, alors déjà une intégrale, c'est l'intégrale d'une fonction sur un certain domaine. Donc ici on a une fonction f que vous voyez dessinée là, entre a et b. Et la question qu'on se pose, ça va être de calculer l'aire dite sous la courbe. Alors hop, si on prend Wikipédia, et ben voilà. On a une fonction f, une autre fonction ici, entre deux points a et b. Et donc l'intégrale, qu'on le note comme ça, l'intégrale entre a et b de f de x dx, c'est l'aire sous la courbe. Ok, l'aire du domaine délimitée par la courbe représentative. Les deux droites x est égal à a, x est égal à b, et là c'est l'abscisse. Voilà. Alors, comment calculer? Donc, on a défini l'aire sous la courbe, l'intégrale de entre a et b de f de t dt, ok? Et comment on calcule ce truc? Alors, on calcule ça, la première méthode, c'est une méthode d'analyse numérique, d'approximation. On va découper, vous voyez, le segment AB, on va le découper en n parties égales, ici. Et puis on va faire les rectangles comme ça, donc dont le maximum, la hauteur max, c'est le minimum de la courbe sur l'intervalle de définition ici. D'accord? Voilà, et donc on fait ça et on fait ça tout le temps. Voilà, et donc entre A et B, on a donc fait une subdivision de l'intervalle. On a fait des rectangles qui sont toujours sous la courbe, donc en fait la somme des aires des rectangles va minorer l'aire sous la courbe. Ok, vous voyez que par exemple ce petit truc là ici, ce n'est pas pris, ce n'est pas couvert par l'aire des rectangles. Ok, on fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre en dessous avec la même subdivision, on prend au-dessus, d'accord, de la courbe. Donc sur le premier intervalle, je prends le max de la fonction entre les deux et puis je fais le rectangle qui est comme ça. Sur le deuxième intervalle, je prends le max de la fonction et puis je fais le rectangle qui est cette hauteur-là. Donc le rectangle il va jusqu'en bas bien sûr. Ok, et ainsi de suite. Ok, donc je prends à chaque fois le max sur mon petit intervalle ici, ma subdivision de la fonction pour définir le rectangle de hauteur, donc cette valeur-là, le max, et puis de base, eh ben, c'est mon intervalle de subdivision. Ok, donc petit am, ça va être la somme des aires des rectangles que vous voyez ici. A grand M, ça va être la somme des aires au-dessus. Alors petit m pour minorant, petit m, grand M pour majorant, hein, on est au-dessus. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir forcément que notre aire, l'aire sous la courbe, ben, elle va être plus grande que l'aire de la somme des aires des rectangles en dessous, et elle va être plus petite que la somme des aires des rectangles au-dessus. Donc voilà pourquoi ceci. Et alors, on a un théorème qui nous dit que lorsque l'on fait tendre le pas de la subdivision, c'est-à-dire le nombre de le n, la taille de le nombre de fois que j'ai subdivisé, vous voyez, l'intervalle AB, lorsque ça tend vers l'infini, donc les subdivisions deviennent de plus en plus précises, etc., eh bien, je tends vers la valeur numérique de cette R, de cette intégrale, donc vers l'intégrale de A à B. Donc c'est un peu un théorème des gendarmes, d'accord? Les AM, donc ça, en fait ça dépend de n, mon pas de subdivision, d'accord? Lorsque n tend vers l'infini, je tends vers un truc. Pareil pour les A grand M, en fait, les deux vont tendre vers la même limite, et la limite va être l'aire sous la courbe. Donc voilà pour la première étape. Alors, quelques tout petits compléments, mais bon. Donc là, c'était pour une fonction qui était positive. Qu'est-ce qui se passe quand ma fonction prend des valeurs positives et des valeurs négatives? Alors en fait, je considère deux fonctions que vous voyez ici, f plus et f moins. F plus, c'est la fonction qui est tout le temps positive, et si jamais elle passe en négative, elle vaut 0. D'accord? Donc c'est le max entre f de x et 0. Ok, donc vous voyez que c'est f de x si f de x est positif, 0 sinon, ou max de f de x, virgule 0. C'est pareil. Donc f+, si jamais f c'est cette fonction-ci, f+, ça va être la fonction qui fait hop, 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 0 ici et là. Et f-, c'est la même chose, alors on prend moins f pour que la fonction soit quand même négative, mais en fait ça va faire la fonction ici, pouf, donc 0 tout le temps, ici, jusque là. Là ça va être donc le symétrique parce que c'est moins la fonction f, et voilà. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a? On a que la fonction f elle-même est égale à f plus moins f moins. Donc f moins est une fonction positive en fait, on prend le symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Voilà, donc f plus et f moins sont deux fonctions qui sont toutes les deux positives, on peut faire les aires, etc. Et puis après,
Pour faire la R de f, une fonction qui peut prendre des valeurs et positives et négatives, hein, ça dépend du temps, et ben on dit que c'est l'intégrale de la première fonction f plus moins la deuxième fonction f moins. F moins étant elle-même positive, donc c'est bon, on peut le faire. Donc on peut étendre ce que je viens de faire là avec les aires des rectangles, etc. Pas seulement aux fonctions positives, mais aussi aux fonctions qui prennent des valeurs positives et négatives, etc. Bon. Donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, donc c'est purement numérique. La deuxième partie, ça va être, alors voilà, vous avez la limite de l'aire sous la courbe, de ce qui minore, qui est égal à la limite de ce qui majore, hein, et qui est égal donc à cette fameuse R sous la courbe qui est écrite comme étant l'intégrale de a à b de f de x dx. Ok, elle a des propriétés, ce truc-là, la linéarité, la relation de Chasles. Alors, linéarité, bon, je vous le dis quand même au cas où. Donc, si jamais on a des fonctions, lambda f plus mu g, donc j'ai deux fonctions f et g, et j'ai deux constantes, hein, lambda et mu. Donc, l'aire de la fonction qui s'écrit lambda f plus mu g, c'est lambda l'aire de f plus mu l'aire de g. Ok, voilà, c'est ce qu'on appelle la linéarité. La relation de Chasles, ça dit que si jamais je définis l'intégrale entre a et b, en fait, pour n'importe quel point c qui appartiendrait à cet intervalle-là, je peux casser en deux et je peux faire de a à c et de c à b. D'accord, donc l'intégrale de a à b de f de x dx est égale à l'intégrale de a à c de f de x dx plus l'intégrale de c à b. Donc si on reprend ça, pof, d'accord? Par exemple, vous voyez là le truc qui est un petit peu gros, disons que ça c'est C, la valeur C ici. Donc l'intégrale de A à B de cette aire-là, c'est égal à l'intégrale de A à C, donc la partie ici, plus l'intégrale de C à B ici. D'accord? Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la relation de Chasles. Parfois ça nous aide bien. La 3, c'est quand on a les idées à l'envers, hein, quand même, hein. Bah alors là, donc, là, on fait dans le bon sens. On va de A à B, d'accord? Donc voilà, A il est plus petit que B, on va de A à B. Mais qu'est-ce qui se passe si jamais je vais de B à A? Oh là 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 là. Donc je repasse comme ça, d'accord? Donc en fait, ça fait moins l'intégrale dans le bon sens. Alors peut-être à ce niveau-là, il faut que je vous explique ce que c'est que le x dx ou le t dt, enfin bref. En fait, donc ce truc-là, le x, c'est la variable, hein, donc f de x, bah, le x, il bouge, d'accord? Et il bouge entre quoi? Entre a et b. Il part de a et il va jusqu'à b, ok? Donc le x, il bouge comme ça. Le f de x, c'est la valeur qu'il a là-haut. Et le dx, en fait, alors on va faire une explication à la physicienne, mais le delta, si vous vous rappelez des cours de physique, delta de t, c'est la variation, d'accord? Donc imaginez le delta de x ici, c'est par exemple cette valeur de x là moins cette valeur de x là, ok? Les deux bornes de mon intervalle. Et lorsque on prend des intervalles de plus en plus petits, les physiciens notent que le delta de x devient un dx, ok? Alors on va se limiter à cette explication-là. Donc le x, il va de A à B, et le dx, c'est pour dire que je prends des intervalles très 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 petits, d'accord, qui tendent vers 0, et que donc j'ai en fait une infinité de bâtonnets, de rectangles comme ça. Ok? Donc dans ce cas-là, le x, il va de A à B dans le bon sens. Dans ce cas-là, il va pas dans le bon sens, il va de B à A, d'accord? Il prend le sens la rue en sens unique, là, de l'autre côté. Bon, alors donc on fait moins l'intégrale. Bon, pareil, ça peut nous aider de temps en temps. Il y a la relation d'ordre, c'est normal, hein, si jamais vous avez une fonction qui est hop, plus grande tout le temps que f, ok? Donc par exemple, ça peut être un carré comme ça, hein, j'ai imaginé un truc comme ça. Bah, l'aire sous la courbe, c'est-à-dire entre l'aire que vous voyez ici, de f est plus petite que l'aire sous la courbe de g, si jamais g elle est là-haut, ok? Donc voilà, donc ça contient l'ordre. Et enfin, le dernier point, alors en fait, il y a une autre propriété qui est très importante, mais tant pis, je pense pas que ça soit utile ici. Si f est positive, alors l'intégrale est elle-même positive. Ok? Donc l'aire, en fait, je vous dis l'aire sous la courbe, en fait, c'est une aire algébrique, c'est-à-dire qu'elle peut avoir un signe. Bon, quand la fonction est positive, le signe il est positif, d'accord? Mais si jamais on prend, alors hop, je reprends Wikipédia, si jamais je prends cette aire-là, juste le truc jaune, ici, en fait, ça va être une aire négative, d'accord? Donc ça va être vraiment l'aire, donc si jamais je fais la fonction f-, ça va être, pouf, le symétrique ici, ça va être l'aire sous la courbe de là, mais comme elle est négative, bah, l'aire elle-même va être négative, ok? Bon, dans le cadre économique, on a rarement des aires négatives, je pense, mais on va voir. Voilà, donc ça c'était les propriétés de l'intégrale. Après donc, comment on fait pour calculer vraiment une intégrale? Parce que c'est sympa là pour l'instant, mais on va pas s'amuser à découper les intervalles, à faire les les rectangles, à faire les aires, etc. et à calculer ça à la main. Donc qu'est-ce qu'on fait?
c'est la notion de primitive. Alors c'est quoi une primitive? Alors déjà, il faut avoir une fonction cible. Petit f, c'est ma fonction cible. Elle est définie sur AB. Bon, techniquement, c'est la fonction que j'ai envie d'intégrer, hein, d'accord? Mais bref, pour l'instant, regardez, petit f, ma fonction cible. Et AB est donné. Alors, je vais définir une primitive de petit f, c'est une fonction grand F qui va être dérivable sur l'intervalle AB, telle que la dérivée de grand F, donc elle doit être dérivable, soit le petit f de x. Ok? Ma fonction cible. Ok? Donc la primitive, c'est une fonction dont la dérivée est bah, la fonction que je connais, la fonction cible. Ok, donc en fait, primitive, c'est un peu l'inverse de dérivation. Et donc, le tableau de dérivation que vous connaissez, on peut l'inverser pour trouver le tableau de primitive. C'est-à-dire, dérivation, vous avez la fonction à gauche et la dérivée à droite. Primitive, vous allez remonter, donc partir de la dérivée et aller vers la fonction, ok, de droite à gauche. Ok. Puisque la primitive, grand F est une primitive de petit f si la dérivée de grand F est égale à petit f. D'accord? Donc quand j'ajoute une constante, si j'ajoute f de x plus k, quand je dérive ce truc-là, bah, la dérivée de plus k, ça fait 0. Donc ça me fait aussi petit f, grand F prime de x, soit petit f de x. Donc ça veut dire que quand j'ai une primitive, grand F, j'en ai plein d'autres. J'ai grand F plus 2, plus 3, plus 5, plus racine de 8, moins 126, etc. N'importe quelle constante reste, si j'ajoute une constante à une primitive, ça reste une primitive de f. Ok? Donc comme ça, il y a une infinité de primitives. Donc, alors si jamais je dessine une primitive, alors j'en ai pas spécialement de dessin, mais voilà, peu importe. Imaginons que cette fonction-là, ce soit une primitive de ce qui nous intéresse. Alors vous pouvez la translater vers le haut ou vers le bas, et ça va rester une primitive de la fonction qui nous intéresse. Ok? Voilà. Alors comme j'ai donc une infinité de courbes comme ça, de primitives qui sont translatées les unes des autres verticalement, je peux toujours dire qu'il y en a une et une seule qui s'annule en un point donné, d'accord? Ou qui prend une valeur en un point donné. Donc celle qui va s'annuler en A, bah, ça va être, alors là c'est déjà, il faut commencer déjà, alors on va dire que c'est l'intégrale de A à X de f de t dt. Alors c'est assez compliqué de dire ça, hein, d'accord? Donc imaginez grand F de X c'est la fonction primitive, le x, il se retrouve dans la borne haute de l'intégrale. Et là où elle s'annule, c'est la borne basse de l'intégrale. D'accord? Bon. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. On reviendra peut-être en cours réellement. Pour l'instant, c'est pas fondamental. Mais retenez que, comme les primitives, il y en a une infinité. Je peux toujours fixer un point et dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la primitive qui vaut 17 en le point 8. D'accord? Grand f de 8 est égal à 17, par exemple. Ou qui s'annule, donc qui vaut 0 en un point A. D'accord? F de A, grand F de A est égal à 0. Ok. Alors, donc, la première partie, c'était sur les intégrales, et maintenant je vous parle de primitives. Quel est le lien entre les deux? Eh bien, le lien, c'est ce fameux théorème ici. Si jamais, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'intégrer ma fonction petit f sur AB. D'accord? Et si jamais je connais une primitive de petit f, donc grand F, une primitive de petit f, alors l'intégrale de A à B de f de x dx, ça va être grand F de B moins grand F de A. Ok? Et ça, ben, ça, voilà pourquoi on vous demande de connaître les primitives, etc. C'est pour pouvoir calculer des intégrales, parce que là, ça nous donne une méthode exacte, c'est-à-dire on peut le faire à la main, alors que la première partie ici, bah, c'est pas à la main, hein, c'est numérique, etc. Alors je vous dis à la main, ouais, ça dépend en fait, hein, puisqu'on a des formulaires, il y a des formulaires, vous voyez, c'est l'inverse de la dérivation, donc il y en a certaines qu'on va pouvoir facilement trouver une primitive, et puis d'autres, on ne connaît pas de primitive, hein, ou ça va être plus dur d'en connaître. Donc, quand c'est dans les cas simples, on trouve la primitive et on fait f de b moins f de a. Alors, d'autres petites remarques. On avait dit ici que si je prenais une primitive grand F, je pouvais prendre aussi f4, c'est-à-dire la translatée de f par k. Alors, si jamais je change, j'ai grand F une primitive, mais j'ai envie de faire grand F plus 25, est-ce que ça change quelque chose à mon théorème? Non, parce que le grand F de b, il va devenir grand F de b plus 25. Le f de a, il va devenir grand f de a plus 25. Et puis comme j'ai le moins ici, les deux 25, vous voyez, celui de gauche et celui de droite, vont s'annuler, hein, puisque je vais avoir moins f de a moins 25. Et hop, paf, ça va se tuer, d'accord? Donc peu importe la primitive que je prends, cette formule-là va être vraie. Ok? Bon. L'exemple ici est compliqué, donc voilà. Les exemples ici sont compliqués, donc voilà. Donc en fait, ce serait une troisième partie si on veut, c'est-à-dire première partie, la définition de l'intégrale avec la méthode analyse numérique, paf, 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 d'accord? Le procédé qui vous dit
ça tend vers une limite lorsque on fait tendre le nombre de subdivisions vers l'infini. Et donc ça vous tend vers la limite. Ok. Deuxième partie, euh, la méthode de calcul d'intégration exacte via les primitives. D'accord? Troisième partie, quand cette méthode d'intégration par primitivation ne marche pas parce que je ne connais pas de primitive de la fonction qu'on me donne, c'est pas dans mes formulaires, comment je peux faire? Alors après, on a plein de techniques. Donc là, on vous en a montré deux. Intégration par partie. Donc voilà la formule. Alors s'il y a besoin, on la réexpliquera en cours, hein. Et il y en a d'autres, toc toc toc. Par exemple, celle-ci, dite changement de variable. Voilà. Donc, ok. Là, après, c'est important, mais je voudrais faire autre chose. Ok. Pour l'instant, je voudrais vous dire à quoi ça va nous servir de faire des intégrales. Alors, pour ce faire, eh ben, il faut revenir aux bénéfices actualisés. Donc, vous vous rappelez de cette formule-là. Mais là, donc, les rentes ici, c'était une fois par an. Alors, ça pouvait être dépendant de n, hein, les rentes pouvaient ne pas être constantes, mais bon, bref, imaginons que on a un appartement qui nous rapporte 500 euros par mois de loyer, ad vitam aeternam, on peut se demander sur 25 mois, d'accord, combien est-ce que je vais toucher, et donc faire les 500 euros de rente, de loyer, divisé par, et puis l'actualisation pour le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, et ainsi de suite. Ok? Bien. Donc ça, c'est quand ça vous tombe une fois par mois. Donc vous avez le premier versement, le deuxième versement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais il y a des fois où, en fait, vous avez un flux continu de revenus. Alors nous, pas trop, mais Coca-Cola, oui, à chaque fois que quelqu'un ouvre une bouteille ou achète une bouteille de Coca ou une canette de Coca, quelque part, Coca récupère un petit flux de revenus, d'accord? Et comme il y a du monde partout qui boit tout le temps du Coca, etc., etc., et ben, tout le temps, d'accord? Il n'a pas, lui, une fois par mois, ça lui tombe dans la poche, non, c'est tout le temps, toutes les secondes, toutes les minutes, etc. Il y a du Coca qui est vendu, et donc ça fait ça. Alors, pour ce faire, donc, il faut que j'explique un petit peu le lien qu'il y a entre la somme discrète et la somme continue. Donc, allons-y, je vais faire ça. Ok, alors, pour ce faire, j'ai dessiné une fonction et on va imaginer que je veux faire la somme de 0 à 10 de cette fonction-là. Ok? Donc ça revient à faire la somme, donc ici en 0, la fonction elle vaut 5, plus la somme en 1, bon elle vaut 4,89, plus la somme en 2, plus la somme en 3, et ainsi de suite, d'accord? Alors, cette fonction elle est décroissante, ok? Ça revient aussi, donc je vais le dessiner. Alors, ce 5 là, le f de 0, vous êtes d'accord que c'est aussi l'aire de ce rectangle-là, d'accord? Il est de base 1, de hauteur 5, f de 0, donc ça fait bien f de 0 là, d'accord? Et puis je peux faire la même chose ensuite. Voilà, donc je me suis arrêté à 7, hein. Donc à chaque fois, j'ai fait les rectangles. Donc lui, il est d'air f de 0, lui, il est d'air f de 1, d'accord? Puisque la hauteur, c'est f de 1, vous voyez, hein, j'ai mis là, fois la base 1. Là, pareil, la base, c'est 1 f de 2, 1 f de 3, etc. Donc cette somme-là, en fait, c'est f de 0 plus f1 plus f2 plus f3 plus f4 plus f5 plus f6 plus f7. Ok? f7 a pour l'aire que vous voyez ici, c'est bien la hauteur ici f7 fois la base 1. Ok, donc voilà une somme discrète. Et alors la même chose mais en somme continue, ce serait l'intégrale de 0 à 8, parce que vous voyez que je vais ici. Euh, ah non, de 0. Mhm, oui, c'est ça. L'intégrale de 0 à 8 de la fonction f de t dt. D'accord? Vous êtes d'accord que si jamais, là donc j'ai la somme f de 0, f de 1, etc., plus f de 7, c'est cette aire-là, mais lorsque je fais tendre le nombre de subdivisions, donc de 0 à 8 ici, vers l'infini, va me donner l'aire sous la courbe, la fameuse intégrale de f sur mon domaine entre 0 et 8. Ok? Voilà, donc quand on fait tendre, toc, cette somme, une somme comme ça finie, donc là elle prend des valeurs, n prend des valeurs 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à par exemple 7 dans mon cas, ça revient à faire une intégrale alors dans mon cas, c'était de 1 à 7, alors dans mon cas ça va être l'intégrale de 0 à 8, de un autre truc, ok?
D'accord? Ça va, lorsque la subdivision devient de plus en plus grande. Et là, ça correspond à quoi? Là, ça correspond à mon premier loyer, mon deuxième loyer, mon troisième loyer, et ainsi de suite, qui décroissent, et donc avec le temps. Et si jamais c'est Coca-Cola qui récupère tout le temps des sous, mais bon, les sous, là, dans le septième mois, etc., c'est moins intéressant que les sous tout de suite, pour lui aussi, eh ben, il va faire lui plutôt l'intégrale sous cette courbe verte là, F, ok, entre 0 et 8. Donc, en fait, l'équivalent de cette formule-là en continu, alors attendez, je vais vous faire copier-coller pour la formule ici, qu'on puisse comparer les deux. Donc, paf, capturer. Voilà. Et donc, on va voir ça. Voilà, donc j'ai passé beaucoup de pages, vous voyez, j'en suis à la page 51, etc. C'est donc dans le flux continu, hein, cette fois-ci. Donc maintenant, mon nouveau bénéfice actualisé pour Coca-Cola, là c'est nous qui touchons des sous tous les mois, mais lui c'est tout le temps. Ça va être donc moins l'investissement, alors P ça va être l'investissement ou le prix, plus P', ça va être la valeur actualisée résiduelle, plus, et nous on a donc la somme comme ça des rentes diminuées par le temps, donc actualisées avec le temps, et lui ça va être, donc ça c'est son revenu, fois, et ça c'est le taux d'actualisation. Et donc nous, c'est comme on a des sommes discrètes, on fait seulement 7 ou 8 valeurs, 7 valeurs, non 8 entre 0 et 7, 8 valeurs, on somme donc 8 valeurs, lui c'est tout le temps qui récupère des sous. Alors le dernier point, c'est qu'est-ce que c'est que ce exponentiel moins RT, ok? Alors c'est lié à ce 1 sur 1 plus i puissance n lorsque n tend vers l'infini, d'accord? J'ai fait tendre n en fait vers l'infini, puisque nous on touche 7 fois ou 8 fois des loyers, et lui, là, le x, le t, enfin, ou le t ici, la variable, prend une infinité de valeurs entre les deux bornes, ok? Le t, le grand t ici, hein, c'est la fin de la période que l'on considère. Alors, on a une explication dans le poly, donc j'ai toujours mon truc que j'ai récupéré précédemment. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus clair parce que en fait, donc ça va être notre coefficient 1 plus i sur p, enfin bref, d'accord? On va le changer pour le faire apparaître sous un ln, et donc le ln de 1 plus i sur p tend vers, lorsque p tend vers l'infini, le truc là, tend vers i sur p. Alors, je vais essayer de vous trouver la formule un peu plus euh, visuelle, puisque après le ln, donc il passe de l'autre côté, donc ça devient un exponentiel, d'accord? Et le 1 plus i sur p, donc ce qui va représenter ça, va devenir ça. Bon, ok. Bon, quoique, est-ce que c'est la peine, ou est-ce qu'on vous dit juste ça? Donc là, c'est A de t, donc le flux revenu futur, et ça, le exponentiel moins rt, c'est l'équivalent donc de ce truc-là, 1 sur 1 plus i puissance n, lorsque n est tendu vers l'infini, bref. C'est-à-dire, ça, c'est le facteur d'actualisation, d'accord? Donc regardons, hop, ce qu'il vous raconte dans le poly. On considère une firme ayant acheté un équipement lui procurant un flux continu de revenus monétaires A de t pendant une période de temps 0t. On souhaite déterminer la valeur actuelle de ce flux continu de revenus futurs pour le taux d'intérêt instantané R, donc ça va être l'équivalent du taux d'actualisation. Donc la valeur actualisée de la somme d'argent que procure le flux futur à l'instant t est A de t exponentielle moins RT. D'accord? Donc vous voyez, le A de t, c'est le revenu au temps t. Et là, c'est donc le taux d'actualisation, ce qui n'est plus discret comme ici avec le n, puisque là, pour le coup, c'est en continu. Et donc ça va être exponentielle de moins RT. Et quand vous voulez la valeur totale, c'est-à-dire tous les flux, faire la somme de tous les flux qui sont arrivés dans votre poche, ben, comme t, donc c'est une variable continue, au lieu de faire la somme que vous aviez ici, la somme des revenus actualisés, ben, on va faire l'intégrale de ces revenus actualisés, c'est-à-dire l'intégrale entre donc les deux périodes de temps qui vous intéressent, de le flux de revenus fois exponentielle moins RT pour l'actualisation. Ok? Et donc ça, c'est la somme de tout ce qui est arrivé dans la poche de Coca-Cola entre 0 et t, d'accord? A de t, c'est son revenu au temps t, et ça, c'est le taux d'actualisation. C'est une intégrale car l'actualisation se fait en continu, et voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Il y a un petit exemple ici, avec ceci qui s'intègre en ln de A de t, donc vous voyez, là, c'est la formule que vous connaissez, c'est celle qui vous dit que la dérivée de ln d'une fonction A de t, c'est A' de t sur A de t. Et donc la primitivation, comme on primitive, on passe de la formule ici à sa primitive, donc ceci.
plus une constante. Voilà, et donc si ln de a de t c'est 0,05t, ça veut dire que a de t c'est une constante multipliée par exponentielle, et donc le paramètre 0,05t ici. Bref, je vous laisse travailler là-dessus. J'espère que la vidéo vous a permis de comprendre un petit peu mieux ce qu'est une intégrale. Donc encore une fois, la définition c'est l'aire sous la courbe. La méthode de calcul c'est par primitivation, donc on va trouver des primitives des fonctions qui vous intéressent. Et enfin, pourquoi on fait ça? C'est parce que quand on a un flux continu de revenus, pardon, et pas des revenus des rentes à intervalles réguliers, eh bien cette formule-ci se transforme en l'autre que vous avez vu tout à l'heure, celle-ci, d'accord? Donc on a, au lieu d'avoir la somme des revenus actualisés, on a l'intégrale des revenus actualisés ou du flux de revenus actualisés. Voilà pour cette petite vidéo pour vous faire comprendre ce qu'est une intégrale et après ben, on va faire les exos et puis voilà, ça devrait passer comme ça, il n'y a pas grand chose à faire. Voilà.